Acteur au personnage parfois émouvant, parfois complètement dérangé, mais surtout l'un des auteurs-réalisateurs les plus déjantés de notre époque, à la mise en scène excentrique, au cadre toujours recherché, aujourd'hui dans Retro Reel, nous allons parler De de... Jack l'Éventreur? Absolument pas. Si, parce que t'as dit complètement dérangé et à la mise en scène excentrique. Or, sur la page Wikipédia de Jack l'Éventreur, il est marqué que selon plusieurs spécialistes, Jack l'Éventreur se distingue par de profondes balafres à la gorge, des mutilations de l'abdomen et aux parties Oh génitales. stop! Je t'arrête tout de suite avec tes horreurs, hein. Il y a des enfants qui regardent l'émission, je te signale. Bah, excuse-moi, mais ça colle avec ce que t'as dit. Aujourd'hui dans Retro Reel, on parle d'Albert Dupontel, et plus particulièrement de son film 9 mois ferme. Albert Dupontel, de son vrai nom Philippe Guillaume, est né le 11 janvier 1964. Il est fils d'un médecin et d'une dentiste. Il suit des études de médecine pour faire plaisir à son père. Et c'est au cours de sa 5e année de médecine qu'il décide d'arrêter pour se lancer dans la comédie. Et ce, sans le dire à son père. C'est pour ça qu'il décide de se donner un nom d'artiste et se fera appeler Albert Dupontel. Je me suis réfugié derrière un nom fantoche parce que ni Albert ni Dupontel sont mes vrais noms. Et c'était assez pratique d'ailleurs parce que quand des films comme Bernie sont arrivés, ils étaient très contents que je porte un autre nom. Et la première fois qu'il m'a vu à la télévision, c'est en train de faire un sketch et il a dit à ma sœur qui était là, ah c'est ça qui fait ce con. Il fait ses débuts sur Canal+, dans le programme court Sales histoires. Où t'es, là où t'es, là où t'es. Par la suite, au début des années 90, Dupontel monte un premier one-man show intitulé Le Sale Spectacle, puis un second intitulé Le Sale Spectacle 2. Numéroter ses spectacles, c'est ça là. On voit qu'ils se sont pas foulés, les mecs. Ouais, c'est clair. Bon, par contre, ces sketchs sont géniaux, il interprète des personnages bien fêlés. Mère Colonel lui dit, ils sont au Vietnam. Putain, enculé, putain, on sait pas qui c'est le Vietnam, mais il veut lui péter la gueule, putain. Ensuite, Dupontel arrête la scène pour se consacrer au cinéma. Car oui, lorsqu'il arrête ses études de médecine, c'est dans le but de faire du cinéma. Il déclarera en interview que c'est la découverte des films de Terry Gilliam, notamment du film d'anticipation Brasil, qui lui a donné envie de faire du cinéma. Je vais ouvrir une rapide parenthèse Gilliam. Terry Gilliam est un cinéaste britannique qui est connu pour ses films de science-fiction tels que Brasil donc, mais aussi L'Armée des 12 singes. Il a fait aussi des films fantastiques comme L'Imaginarium du Docteur Parnassus, ou encore des comédies telles que Las Vegas Parano ou Sacré Graal. Son style se caractérise par des scènes surréalistes qui sembleraient tout droit sorties de rêves ou de cauchemars. D'un point de vue technique, il est connu pour ses cadres peu conventionnels tels que des contre-plongées. Il est aussi un adepte d'une utilisation non conventionnelle également, de focale courte. Et là, j'ouvre une deuxième parenthèse sur la focale courte. Déjà, la focale est la distance entre le capteur de la caméra et le centre optique. Bref, pour les détails techniques, je vous invite à faire de plus amples recherches par vous-même si ce sujet vous intéresse. Ce sur quoi je vais me concentrer, c'est sur les rendus à l'image. Plus la focale est grande, plus le champ de vision de la caméra est restreint. On appelle focale courte ou grand angle, une focale qui renvoie une image plus étendue que le champ de vision humain. On appelle grande focale. Ou petit angle. Ce terme n'existe absolument pas. Donc je disais, on appelle grande focale une focale qui renvoie une image moins étendue que le champ de vision humain. Conventionnellement, le grand angle est utilisé pour filmer des paysages, car il permet d'avoir une vision globale. Et c'est généralement ce qu'on cherche quand on filme un paysage. Et surtout, il donnera de la profondeur à l'image. À l'opposé, les focales longues sont plutôt utilisées pour filmer des personnages, car elles permettent de se concentrer sur le sujet plus que sur le décor. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la question, car ça pourrait prendre des heures. Mais si vous avez un appareil photo avec un zoom ou deux focales fixes différentes, je vous invite à comparer les différences de rendu obtenus. Pour que tout soit bien clair, prenons un exemple qui résume un peu tout ça. Je vais comparer les rendus à deux focales différentes. Je vais déplacer ma caméra afin de cadrer toujours en gros plan sur mon visage. Là, je filme avec un objectif de 55 mm et là, 18 mm. Voilà, donc on voit tout de suite la différence de rendu. La raison pour laquelle on utilise peu de grand angle pour des gros plans est que ces focales ont tendance à déformer les visages des comédiens et à leur donner des têtes de bite. Mais quand on s'appelle Gilliam, on dit mère de système et on filme des gros plans et des plans d'intérieur avec des focales très courtes. L'intérêt étant de jouer avec la perception du spectateur. Car avec une focale courte, on peut rendre une pièce plus grande à l'image et ainsi tromper la vision du spectateur en jouant sur les proportions. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, car vous vous doutez bien que si je vous ai raconté tout ça, c'est pas juste pour le fun. Voilà, je referme la parenthèse. Ah bah putain, elle était fat ta parenthèse. Hein. Je sais, mais ça me semblait primordial pour la suite. Bref, revenons à Dupontel. Il se lance dans le cinéma en tant qu'acteur, et joue dans des films tels que Le Convoyeur de Nicolas Boukrieff, Un long dimanche de fiançailles de Jeunet, 2 jours à tuer de Becker, que je vous recommande particulièrement car il est vraiment très réussi, ou encore Le bruit des glaçons de Blie, une comédie dramatique plutôt très déprimante. Sinon, niveau réel, il débute comme beaucoup avec un court-métrage. Il est dispo sur internet. Je vous mets le lien dans la description, jetez-y un œil, ça vaut le détour. C'est n'importe quoi, mais c'est très drôle. Ensuite, il réalise 4 longs métrages que je vous invite à voir également. Ils sont tous très particuliers, mais très intéressants. J'ai décidé de m'intéresser à son dernier film sorti au moment où je tourne cette vidéo. C'est son 5e film en tant que réalisateur, et c'est 9 mois ferme. La suite de la vidéo s'adresse à ceux qui... Oh! Qu'est-ce que tu fous là? Bah, c'est pas le moment où on envoie l'alerte spoiler?
Bah si, mais attends au moins que j'ai fini ma phrase pour l'envoyer. Pardon. Donc, je disais, la suite de la vidéo s'adresse à ceux qui ont déjà vu le film ou à ceux qui n'ont pas peur de se faire spoiler. C'est maintenant en fait hein, pour le jingle. Ah merde. Pour décortiquer le film, je me suis basé sur la méthode élaborée par Christopher Vogler, méthode qu'il explique dans son livre Le Guide du scénariste, que j'ai juste là, livre que je recommande à tous les scénaristes. Pour faire court, il a décrypté des dizaines et des dizaines de scénarios et en a déduit un schéma narratif récurrent. C'est la théorie du monomythe. Alors évidemment, c'est pas une méthode miracle pour écrire de bons films, mais des films bien structurés en tout cas. Et même si elle est réfutée par L'anatomie du scénario de John Truby, un autre livre avec une autre méthode d'écriture, livre que je recommande également à tous scénaristes. Elle reste très pratique pour décortiquer rapidement la structure d'un film. Le film s'ouvre sur une scène qui se passe 6 mois avant le reste du film et qui sera évidemment cruciale pour l'intrigue. Ensuite, Dupontel présente l'univers et surtout le personnage d'Ariane Felder. Bon, c'est une intro très classique avec la voix off d'Ariane qui raconte sa vie et des images flashback pour illustrer ses propos. La voix off est intéressante car elle permet de garder du rythme et de résumer certaines choses qui sont importantes pour la présentation du personnage d'Ariane, mais non essentielles à l'intrigue. Puis survient l'élément perturbateur qui va lancer l'intrigue. Lorsqu'Ariane commence à avoir les premiers symptômes de la grossesse, elle fait une échographie et découvre qu'elle est enceinte. Sur le moment, elle refuse d'y croire, puis se rend rapidement à l'évidence. Elle consulte son agenda pour essayer de découvrir qui pourrait être le père. L'agenda fait office de mentor, car c'est en le consultant qu'elle s'aperçoit que 6 mois auparavant, elle était saoule au réveillon du barreau qu'on a vu dans la scène d'intro. De ce fait, l'agenda d'Ariane est ce qui s'apparente le plus à un mentor, car il lui permet d'avancer dans sa recherche de l'homme avec qui elle a couché. Bon après, on va pas se mentir, l'agenda d'Ariane a quand même vachement moins la classe que Gandalf. Bon, ensuite elle mène sa petite enquête pour savoir qui est le père de l'enfant qu'elle porte. Ça donne lieu à un quiproquo très drôle avec le juge Bernard. Le réveillon du palais. Quand on y repense, quelle soirée quand même. Ah oui, oui, ça. Oui, oui, c'est vrai que vous étiez. J'étais. Hein. Mais encore. Eh ben. Attends. Vous voulez dire que ce soir-là, on a... Ah oui. On n'a pas arrêté. Je pensais pas que vous aimiez ça à ce point-là. C'est pour ça que vous me souriez comme ça depuis 6 mois. Vous prenez pas mal Ariane, mais j'avais très envie de vous revoir. Oh putain. Au passage, ici le juge Bernard fait office de gardien du seuil. Le gardien du seuil est un personnage qui mène le héros sur une mauvaise piste, faisant ainsi obstacle à l'avancée de sa quête. Si vous voulez rendre ce personnage ridicule et paumé, faites comme dans 9 mois ferme. Faites en sorte qu'il mette le héros sur une mauvaise piste sans même s'en rendre compte. Ariane franchit le premier seuil avec l'aide du docteur Toulat, qui, en faisant des tests ADN, découvre que c'est Bob Nolan, un dangereux criminel qui est le père de l'enfant qu'elle porte. Sa rencontre avec Bob Nolan fait office de premier contact avec le monde extraordinaire. Ariane s'énerve et suspecte Bob pour une série d'affaires non résolues. T'as vu ça? J'avais dit tu. Oh là 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 là. Ça, c'est incroyable. Ça ressemble drôlement. Hein. Vous êtes vraiment mal barré, hein, mon petit bonhomme. Hein. On a ici, comme souvent, un atterrissage difficile dans le monde extraordinaire. Le monde extraordinaire n'est pas un endroit physique dans le film, mais disons qu'il symbolise le bouleversement du quotidien d'Ariane. L'acte 1 se clôt ainsi. L'acte 2 débute avec une série de péripéties. Bob s'évade de prison, il va chez Ariane, il la sauve in extremis de sa tentative d'avortement, ce qui fait de lui un allié. Mais il redevient ennemi lorsqu'il la séquestre. Puis il devient un nouveau allié par la suite lorsqu'Ariane se rend compte qu'il n'est peut-être pas si monstrueux qu'il en a l'air. Elle décide donc de l'aider. Un lien d'affection se crée entre ces deux personnages que tout séparait. C'est intéressant de noter que Bob Nolan est par moments ennemi puis allié. Ce rapport entre les deux personnages principaux et ces changements de position permettent de rythmer le film. Ensuite, Ariane comprend que Bob est innocent car il était avec elle au moment du cambriolage dont on l'accuse. Bob Nolan découvre qu'il est le père de l'enfant que porte Ariane. Le dénouement est proche. L'épreuve suprême est le passage au tribunal. Ariane doit affronter le regard des gens et surtout de ses collègues en témoignant pour disculper Bob Nolan, qui, avec seulement Maître Trollos pour le défendre, aurait quand même eu peu de chances de s'en sortir. Pourquoi parler de pervers, de maniaque, de je ne sais quelle bizarrerie? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler de curiosité intellectuelle? La récompense de l'épreuve suprême est la perspective de la libération de Bob Nolan, symbolisée par cet échange de regards un peu cliché. On rentre dans le troisième et dernier acte qui est assez court.
Toujours dans la continuité de la scène du tribunal, Ariane s'évanouit, on comprend qu'elle est sous le choc et qu'elle va accoucher. Ensuite, plus tard, le bébé est né et tout est rentré dans l'ordre. Bob est redevenu cambrioleur et va voir Ariane et son bébé. L'histoire est finie et le film également. C'est pas plus mal de faire court en troisième acte. Je trouve ça assez agaçant lorsque les films s'éternisent sur la fin. Évidemment, cette analyse est très personnelle et je reconnais que le passage du deuxième au troisième acte est quand même un petit peu flou. Mais bon, je vais m'intéresser à présent à la mise en scène. Déjà, le film s'ouvre sur un plan séquence. C'est toujours intéressant d'en parler, surtout qu'ici la caméra part d'un plan d'intérieur pour finir en plan aérien. Il s'agit d'un faux plan séquence puisqu'il y a une passe numérique entre deux plans. La première partie du plan est filmée au Steadicam. Le Steadicam est un système mécanique qui permet de stabiliser la caméra. L'opérateur qui cadre la scène est équipé d'un harnais et il peut courir tout en ayant un cadre parfaitement stable. L'une des premières et des plus impressionnantes utilisations de ce système est celle faite dans Shining de Stanley Kubrick. Bref, au début du plan, l'opérateur est sur une nacelle qui permet de filmer en hauteur, puis la nacelle se baisse, l'opérateur descend de la nacelle et suit un parcours soigneusement déterminé à l'avance. Là, il se déplace sur une rampe surélevée par rapport à l'escalier, ce qui lui permet de cadrer les ballons de manière très stable. Ensuite, arrivé en haut, c'est là qu'il y a la coupe. Le plan bascule sur un plan filmé au drone avec une transition numérique. Le ballon est recréé en 3D. Et le drone se déplace dans le ciel vers une fenêtre derrière laquelle Ariane est elle aussi incrustée numériquement. Je trouve que le passage en 3D est très bien fait. Les objets sont peut-être un poil trop lisses, mais c'est vraiment pour chipoter. Ensuite, on peut noter l'utilisation de plusieurs doubles passes tout au long du film. Titouan, qu'est-ce qu'une double passe? Alors la double passe, mon cher Alex, qu'on appelle très souvent la passe redoublée, c'est très simple. C'est une action qui consiste à ce qu'un joueur fasse une passe à son coéquipier et qu'il lui remette quasiment directement. Voilà. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Si. Et d'ailleurs, j'ai besoin d'un coéquipier pour faire la démo, tu peux venir s'il te plaît? Attends, mais t'es où là? Je suis sur le pré, mon gars. Mais qui est-ce qui monte la vidéo alors? Ah ça va, fais pas genre tu penses que je monte en direct alors que tu sais très bien que tu vas le faire après le tournage. En plus tu mets des plombes à le faire, ça va pas sortir avant des semaines. Allez viens pour la démo s'il te plaît. Non, je regrette, ça va pas être Et possible. pourquoi ça? Parce qu'on fait une émission de cinéma, pas de rugby, donc je vais continuer à parler de cinéma. Donc en cinéma, une double passe consiste à juxtaposer à l'image deux plans différents pour simuler par exemple un coup de club de golf comme dans cette scène. En parlant de golf, je t'ai déjà dit que mon père était un des meilleurs amis d'enfance de Tiger Woods? Sérieux, c'est vrai? Non. La double passe est également utilisée pour la scène de l'avortement. Après, on a quelques effets spéciaux réalisés sur fond vert. Pour ce qui est du choix des cadres, Dupontel filme pratiquement toutes ses scènes en focale courte, d'où l'explication un peu chiante en début de vidéo. Il filme généralement en 10 mm ou 14 mm pour les plans larges, et 32 mm ou 40 mm pour les gros plans. En règle générale, on utilise des focales comprises entre 24 mm pour les plans larges et 135 mm pour les très gros plans. Donc je pense qu'on peut dire que Dupontel est, à l'instar de Terry Gilliam, un adepte de la focale courte. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y a environ 4 types de plans qu'il utilise dans pratiquement toutes ses scènes. Le plan large avec les objets en amorce. Dupontel dit que les amorces, c'est ce qui différencie le film de cinéma du téléfilm. Et je suis assez d'accord. Les amorces permettent de donner du volume à l'image. Évidemment, ça ne doit surtout pas gêner le bon visionnage de la scène qui se joue. Ensuite, on a le gros plan débulé. Débulé, ça veut dire tout simplement que la caméra n'est pas parallèle au sol. L'horizon n'est pas droit. Le terme débulé vient du niveau à bulle, tout simplement. Ouais, elle est juste penchée en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi tu dis pas juste qu'elle est penchée plutôt que de nous saouler avec ton histoire de niveau à bulle et tout? Parce que pencher, c'est beaucoup trop vaste comme terme. Tu peux très bien pencher ta caméra en avant pour faire un plan en plongée, ou la pencher en arrière pour faire un plan en contre-plongée. Dupontel a choisi de filmer de cette manière pour symboliser le déséquilibre dans lequel sombre Ariane au cours du film. Et ça donne des plans plutôt classe. Ensuite, Dupontel filme pas mal de ses plans larges en contre-plongée. Et enfin, il a cette manie d'avoir recours au changement de support de la captation de l'image. C'est-à-dire d'intégrer des plans filmés à la webcam lorsqu'une webcam est présente dans la scène par exemple. Ou d'intégrer des plans à la caméra de surveillance. Bref, ce genre de choses. C'est quelque chose qu'il fait dans tous ses films. Je suis un tueur. Après, bien sûr, il utilise d'autres types de plans, mais moins récurrents, comme par exemple des travelling au Steadicam, comme on a vu dans le plan d'intro, ou encore des plans filmés à la grue, qui sont assez sophistiqués et assez classe. Sinon, Dupontel ne respecte pas la règle des 180 degrés. Si la règle des 180 degrés ne vous dit rien, je vous invite à faire pause dans la vidéo et à taper règle des 180 degrés en vidéo sur Google. Sinon, vous n'allez pas comprendre grand chose de ce qui va suivre.
Donc Dupontel ne respecte pas cette règle. Par exemple, dans cette scène, en champ contre champ, les deux personnages regardent vers la droite du cadre. Ah, vous pensiez que je le saurais pas, hein? Moi, si bête, l'avocat, enfin moi. Ou encore dans cette scène, où on a deux plans cadrés de chaque côté des comédiens, comme si on avait deux caméras face à face. Je vais m'arrêter quelques secondes sur cette scène, car Dupontel n'a pas enfreint la règle des 180 degrés par négligence, mais pour symboliser un changement soudain de rapport de force entre les personnages. Au début de la scène, Ariane est un peu dépassée par les événements, ce qui la place en position de faiblesse par rapport à Bob. Elle lui fait face sans dire un mot. La caméra est légèrement débulée, ce qui donne l'impression qu'Ariane est plus basse que Bob, traduisant ainsi la supériorité de ce dernier. Puis, lorsqu'on bascule sur le second plan, la valeur de plan reste la même, sauf que cette fois-ci, Ariane paraît plus haute que Bob. Elle a repris le contrôle de la situation et elle prend la parole. Après le cambriolage, vous vous rappelez de ce que vous avez fait? Bon, en soi, c'est pas gênant, puisque Dupontel utilise des focales courtes, donc le champ est suffisamment large pour qu'on puisse parfaitement comprendre les scènes. Et sinon, il intègre plusieurs plans en images de synthèse qui font office en quelque sorte de transition. Je suis pas très fan, je trouve que ça n'apporte pas grand chose au film, mais bon. On a parlé scénario, effets spéciaux, cadrage, il est temps de parler un petit peu de photographie. Dupontel et le chef-op Vincent Mathias ont choisi de tourner en numérique pour plus de maniabilité et pour pouvoir filmer au maximum en lumière naturelle. Le film a été tourné avec une Red Epic. C'est une caméra numérique haut de gamme qui permet de filmer jusqu'en 6K, permettant ainsi de retoucher avec beaucoup de souplesse l'image en post-production et notamment l'étalonnage pour obtenir cette image aux couleurs chaudes. Bien sûr, l'éclairage et les décors y sont également pour beaucoup dans le look du film. Certains plans ont été retournés en studio sur fond vert après la fin du tournage parce que le jeu d'acteur ne fonctionnait pas. Bah ouais, c'est-à-dire que c'est pas évident de réaliser une scène dans laquelle on joue. Et c'est difficile d'avoir le recul nécessaire sur la scène pour savoir si elle est bonne. En tout cas, la lumière sur les plans retournés a parfaitement été recréée. Si Dupontel n'avait pas dit quels plans ont été retournés, je n'aurais pas pu faire la différence. Voilà, j'en ai fini avec 9 mois ferme. L'espace commentaire situé sous la vidéo est à votre disposition pour toute remarque pertinente par rapport à cette chronique. Je vous invite donc à vous y exprimer dans le respect de chacun. Qu'est-ce que tu fais? Rien, man. Bah si, je t'ai entendu taper sur le clavier. Ah, ça. Non, mais c'est qu'il y avait une mouche qui marchait sur mon clavier. Genre, t'es en train de me dire qu'il y a une mouche qui a écrit « c'est de la merde, pourquoi vous ne parlez pas de rugby ?» Oh putain, j'avais pas vu. Le truc de ouf. Vas-y, j'appelle direct les mecs du livre des records.